Bonjour cher GMP, nous voilà ici pour une nouvelle séance du TD d'expression et communication et nous allons traiter aujourd'hui des supports écrits de la communication professionnelle, ou plus exactement du CV ou curriculum vitae et de la lettre de motivation. Cette vidéo se résumera d'abord à traiter de la question du CV. Alors comment allons-nous procéder? D'abord, en un premier temps, je vous expliciterai les attendus rapidement formels du CV et puis je vous montrerai un exemple de CV avec de nombreuses erreurs, ce qui nous permettra d'emblée de savoir comment procéder, quelles sont les attentes spécifiques, comment les organiser, comment les structurer au sein même d'une page. Ensuite, à travers une capsule d'environ 30 minutes, eh bien, nous aurons ici l'occasion d'abord d'observer des CV et de faire preuve d'esprit critique, c'est-à-dire que nous allons analyser les points forts et les points plus faibles de chacun de ces CV. Alors, l'enjeu pour moi ici, c'est de vous rappeler que finalement, il s'agit avant tout de respecter la méthodologie. Alors qu'est-ce que moi je peux vous apporter finalement alors que partout vous trouverez des articles ou des sites qui non seulement vous expliqueront comment élaborer un CV, mais aussi parfois on vous proposera des CV d'ores et déjà tout faits. Ici, pour moi l'enjeu c'est de vous mettre en face d'un certain paradigme. C'est-à-dire que, pour moi, il faut que vous compreniez qu'il s'agit, et c'est ce qui vous distinguera, de respecter une forme de méthodologie. Alors c'est paradoxal de dire que la méthodologie va vous distinguer, c'est parce que certains sauront le faire parfaitement, d'autres, j'allais dire, convenablement, et d'autres, peut-être plus artistes, négligeront l'aspect formel et attendu d'un CV. Alors en fait, là il faut partir d'une période. C'est celle qui concerne la fin de vos études. Là vous êtes sur la dernière ligne droite, vous êtes en train de vous former à votre vie professionnelle de manière concrète. Donc après vous allez vous retrouver sur le marché du travail. Alors que va-t-il se passer? Eh bien vous allez devoir chercher un travail. Et pour cela, vous allez éplucher des annonces, vous allez aller sur des sites spécialisés, pourquoi pas des institutions spécialisées en recherche du travail, et vous verrez que la chose qu'on vous demandera, eh bien, c'est systématiquement de proposer un CV, et puis accompagné d'une lettre de motivation. La lettre de motivation tend parfois à se perdre, puisque tout cela se fait à travers des échanges de mails, mais on retrouve l'esprit de la lettre de motivation à l'intérieur même du mail qui va inviter à regarder votre CV. Donc ici, voilà, l'enjeu c'est que vous allez vous retrouver face à la nécessité de répondre à un exercice formel propre au monde du travail. Vous devez donc élaborer, construire un CV. Alors, nous allons voir ici comment vous allez pouvoir valoriser votre profil, votre candidature de manière à être repéré. Nous allons parler de tout cela dans quelques minutes, mais en attendant, nous nous retrouvons juste après pour entrer dans le cœur de notre sujet. A tout de suite.
Bien, donc vous êtes sur le marché du travail et vous devez trouver un emploi. Alors, pour cela, vous allez devoir proposer un CV. Donc l'objectif de notre séance, ce sera effectivement de valoriser son profil et de valoriser ses écrits professionnels. Alors, qu'attend-on lorsque l'on rédige un curriculum vitae, ou autrement dit un CV? L'enjeu premier ici, les objectifs même du CV, c'est d'abord d'être repéré. Certes, tout cela va d'abord déjà de soi, mais également de sortir du lot. C'est donc là, à travers le CV, que vous allez essayer d'exprimer ce qui montre votre singularité, ce qui fait que vous vous distinguez d'une autre candidature. Vous avez les mêmes diplômes, les mêmes parcours, mais pourquoi allons-nous vous choisir, vous, plutôt qu'une autre personne? Alors, parce que vous aurez d'abord maîtrisé, comme je le dis, la méthodologie et cet exercice-là. Alors, vous allez, encore pour parler des objectifs du CV, essayer de susciter la curiosité. Ça veut dire que vous allez devoir doser les informations que vous allez donner tout en ne disant pas tout, de manière à donner l'envie à votre recruteur de vous rencontrer et même d'être suffisamment habile pour d'ores et déjà savoir que c'est sur tel ou tel aspect qu'il va vous interroger, puisque vous aurez su doser la part de curiosité nécessaire qu'il faut créer à l'intérieur de votre CV. Et bien entendu, l'objectif final ici, c'est de décrocher un entretien. Alors, vous verrez, quand je parlais tout à l'heure de sortir du lot, ça veut dire que il faut mettre en valeur les éléments qui vous distinguent, disais-je. Et vous verrez qu'il y a des parties spécifiques dans le CV qui permettent ici de le faire. Alors, dans un CV, déjà, commençons par l'aspect global, c'est qu'il faudra que vous présentiez un certain nombre d'informations qui sont totalement attendues. Alors, évidemment, sur un CV, vous présentez ce qui constitue votre formation, ce qui veut dire quel est votre parcours universitaire et quels sont les diplômes obtenus. Dans un CV, la formation ne suffit pas, il faut aussi parler de ses expériences. Alors, des expériences, c'est-à-dire qu'au sein de votre parcours universitaire, vous avez peut-être accompli un certain nombre de stages qui sont autant d'expériences, peut-être dans le monde de l'entreprise, ou même lorsque vous avez dû entrer à l'université, peut-être avez-vous dû postuler un emploi pour pouvoir subvenir aux nécessités qu'implique le fait d'être étudiant. Ça fait partie aussi des expériences qui peuvent être notées. Nous verrons que toutes ces expériences sont notées à condition qu'elles entrent bien dans le cadre du projet du CV. Un CV a un projet spécifique, donc on oriente tout le CV pour montrer que l'ensemble de notre parcours est pertinent vis-à-vis de cela. Ensuite, vous allez présenter vos compétences. Alors, rien de plus terrible que quelqu'un qui met, voilà, j'ai obtenu un master ou un DUT, un DU, pardon, de telle ou telle discipline, dans telle ou telle profession, mais sans préciser ses compétences. C'est là, c'est ce qui va nous intéresser, c'est que maintenant, qu'est-ce que vous savez faire à partir de vos formations et de vos différents stages? Et ce que vous savez faire doit aussi entrer dans le cadre du projet pour lequel vous postulez. Hein, on ne raconte pas tout, on raconte les éléments qu'on aura sélectionnés parce que ça entre bien dans le cadre du CV. Alors évidemment, on attend aussi quelque chose qui montre votre personnalité. Alors vous verrez, il y a des rubriques, je le disais, comme sortir du lot, il y a des rubriques spécifiques qui montrent votre personnalité. Vous faites de la natation, vous avez aussi un parcours associatif, ce qui est toujours très bien vu, ce qui révèle aussi une certaine personnalité. Et puis, votre CV doit montrer que vous avez un projet. Alors le projet, en règle générale, c'est
tout au début. Hein. Il y a un encadré, vous mettez votre projet. Le recruteur qui aura différents CV peut-être pour différents métiers, eh bien, aura besoin d'avoir le projet immédiatement. Rien de plus terrible qu'un CV parfaitement bien agencé et organisé qui ne précise pas son projet et qui partira directement à la poubelle. Parce que le recruteur pratique ce qu'on appelle la méthode du screening, hein, c'est-à-dire qu'en gros, il prend une quarantaine de secondes, il faut qu'il y ait un repérage immédiat et que, hop, il se dise, ça c'est un CV qui va m'intéresser. Donc si d'emblée le projet n'est pas mis, même si le CV, puisque par expérience j'ai connu des étudiants en me disant mais je ne comprends pas, mon CV n'a jamais été pris, etc. Le CV est effectivement bon, mais il n'y avait pas de projet. Donc si on n'a pas de projet, on ne sait pas pourquoi vous postulez. Et tous ces éléments, hein, donc la formation, les expériences, les compétences, la personnalité et le projet, eh bien c'est ce qui va donner envie à votre recruteur de vous rencontrer. Alors, les éléments indispensables. Il faut bien entendre que pour chaque... On ne fait... Alors, la mauvaise habitude, ce serait de considérer qu'on a établi un CV, et donc ce CV, eh bien, sera le CV passe-partout pour n'importe quel projet professionnel. Non. Dès lors que vous postulez un emploi, vous devez établir un CV spécifique. Pour autant d'emplois différents, un CV spécifique. Il n'y a pas de CV passe-partout et ne vous suffisez pas d'un CV déjà tout fait. Vous ne seriez donc pas dans quelque chose de pertinent, vous n'auriez pas réfléchi à ce qui fait que dans votre expérience ou vos compétences, vous avez un parcours pertinent par rapport au projet que vous cherchez. Voilà. Alors dans le CV, vous allez montrer vos expériences, vos différentes formations et où vous les avez eues, où vous avez fait vos premières expériences, etc. Donc, tout cela, on attend dans un CV. Alors, maintenant, nous allons ici regarder les deux types de CV les plus classiques. Alors, et nous allons voir qu'ils ont des avantages comme parfois des inconvénients. Commençons par le CV le plus célèbre que vous connaissez probablement parce que vous l'avez sans doute exercé au moins une fois probablement dans votre vie. C'est le CV dit antichronologique. En fait, c'est le CV qui remonte dans le temps. Vous commencez par définir les éléments les plus récents et vous terminez par les éléments les plus anciens. J'insiste encore, ce que vous mettez en valeur, ce sont des éléments qui seront pertinents par rapport au projet. Alors, le problème du CV antichronologique, c'est que lorsqu'il y a des trous, eh bien, cela se voit. Alors, nous savons, en règle générale, et les recruteurs savent qu'il est rare que l'on ait un parcours absolument linéaire, mais il est vrai que si vous avez un trou, vous serez amené face à un recruteur probablement à expliciter ce que vous avez fait de ce temps-là. Si vous avez joué à la PlayStation pendant un an, ce ne sera pas pertinent. Si en revanche, pendant ce temps de recherche du travail, vous avez quand même participé à des choses associatives, ou pas administratives d'ailleurs, eh bien ce seront autant de compétences dont vous pourrez parler et vous montrerez que vous n'avez pas perdu votre temps et que vous avez continué quand même à vous former, même pendant la recherche de votre travail et donc pendant ce trou. L'autre CV, alors il est moins répandu en France, c'est le CV dit par compétence. Alors en fait, ce qui va se passer dans ce CV, je vous laisse le voir, c'est que vous mettez d'abord en évidence vos compétences. Les formations viennent après, les expériences après, ce qui a pour effet d'estomper, pas d'effacer, mais d'estomper les trous que l'on pourrait voir marqués sur un CV antichronologique. Donc, le CV par compétence est moins répandu en France, mais rien, vous le voyez ici à travers cet exemple, rien ne vous empêche de le proposer, c'est tout à fait également honorable. Et puis en plus, on voit d'emblée si vous êtes disposé à pouvoir effectivement proposer vos services pour tel ou tel emploi. Voilà, donc ça ce sont maintenant les aspects
globaux de ce que l'on attend dans un CV. Donc on a vu qu'il y avait un certain nombre d'attentes formelles, et il y avait également 2 types de CV. Alors tout cela, à travers des exemples, ça commence, j'allais dire, pour vous à devenir concret. Et bien maintenant, je vais vous laisser regarder une capsule où vous allez pouvoir concrètement observer des CV, voir comment ils se structurent, s'organisent, se disposent, voir quelles sont parfois les erreurs à éviter, voir ce qu'il est pertinent de mettre. Et puis, une fois cette capsule posée, je vous laisserai aussi travailler en activité, de manière à d'abord à savoir à travers une annonce reconnaître si votre profil est pertinent ou pas. Ce sera l'activité, puis une activité classique, vérifier par vous-même les aspects positifs ou négatifs ou de telle ou telle section de CV. Quand je parle de section, c'est-à-dire la section par exemple expérience professionnelle, ou la section je ne sais pas, formation ou stage. Voilà. Donc, je vous retrouverai vers la fin, je vous laisse regarder tout ça et vous allez voir que c'est plus concret. J'insiste une ultime fois en vous disant que ce que moi je peux vous apporter, c'est de vous rappeler que, en fait, vous allez avoir affaire à 2 exercices, la lettre de motivation et le curriculum vitae, et c'est votre maîtrise méthodologique, votre respect des attendus qui vous distinguera des autres. Après, vous pouvez tout à fait ouvrir des ouvrages qui vous donneront des petits trucs par-ci, par-là, mais globalement, maîtrisez la méthodologie et après, vous verrez que c'est comme ça que vous pourrez prétendre à être recruté au sein d'une entreprise. À tout à l'heure et bonne visualisation. Capsule numéro 1. Nous avons donc vu quels étaient les attendus propres au CV, et nous avons pu envisager les 2 types de CV actuellement en cours. Le type antichronologique et le type par compétence. Pour cette capsule, il s'agira d'observer des CV. Dans une première partie, nous allons regarder le CV de Stéphane Merlot et nous allons pouvoir nous apercevoir que celui-ci est truffé d'erreurs à ne pas faire. Ensuite, nous observerons des CV classiques et nous essaierons d'envisager quels sont les points forts de ces CV et peut-être les points à améliorer plus ou moins nettement. Afin que l'observation vous soit plus confortable, je vous inviterai assez fréquemment à mettre pause de façon à observer tranquillement les CV en question. Commençons donc par le CV de Stéphane Merlot. Je vous laisse le regarder et essayez déjà par vous-même de repérer ce qui fait de ce CV un CV qui, à bien des égards, montre l'amateurisme et l'aspect non informé sur la forme que son auteur nous propose. Regardez et nous y revenons. Apprécions maintenant les éléments fautifs propres à ce CV. La première des choses concerne le nom et le prénom. Alors, il s'agira de les inverser. On met d'abord le prénom, puis après le nom. Il faut encore savoir que cette inversion, qui est souvent utilisée dans les milieux scolaires, reste une manière populaire de proposer son identité. Remarquez aussi
concernant les informations autour du téléphone fixe et du portable, que celles-ci ne sont pas alignées. Il s'agira donc d'utiliser un certain nombre de tabulations pour aligner les informations sur une même ligne verticale. Concernant l'adresse mail, celle-ci est totalement fantaisiste et à proscrire. Vous ouvrirez, si nécessaire, une adresse mail sérieuse, prénom.nom, tout simplement. La formulation « je prépare un DUT informatique et je veux devenir analyste programmeur » n'est pas mise en valeur, peut-être que du gras l'aurait permis, mais plus encore, cette formulation a un aspect, allais-je dire, un petit peu infantile. Lorsque nous regardons dans le parcours formation les différentes dates qui nous sont proposées, on constatera d'abord que le CV se présente manifestement comme un CV chronologique, puisque les anciennes expériences apparaissent dès le départ. Simplement, ici, on constatera qu'il y a un trou dans le parcours et cela est à proscrire le plus possible. Certes, nous savons que les parcours linéaires sont de plus en plus rares, mais voilà pourquoi peut-être ici un CV par compétences aurait permis de mettre en valeur les compétences et de limiter, j'allais dire, la mise en valeur comme ça de ce trou dans le parcours. Regardons maintenant la formation de cet étudiant. Ici, il a eu un bac SVT. Alors même si nous savons globalement ce que cela désigne, il faut prendre pour habitude de développer les sigles, parce qu'un recruteur n'est pas systématiquement spécialisé dans toutes les catégories et il lui faut pouvoir avoir l'information nette et précise. Concernant les langues, ici, le candidat prétend avoir un niveau d'anglais courant. C'est tout à fait possible, mais si vous le formulez comme tel, cela est vérifiable. Il faut donc réellement avoir un anglais courant. Il nous est précisé aussi qu'il possède quelque chose d'un peu effectivement singulier, une maîtrise de l'occitan. Alors, si cela peut donner une certaine visibilité sur le candidat, encore faut-il juger de sa pertinence dans le parcours ici que ce CV nous propose. S'il s'agit de préparer un DUT d'informatique et de devenir analyste programmeur, l'occitan est-il réellement pertinent? Concernant les compétences techniques, on se méfiera, comme lorsque nous parlions de l'anglais courant, des termes comme maîtrise de Windows, etc., puisque cette maîtrise peut être vérifiée. Et encore, s'agissant de logiciels assez complexes, dans leur potentialité, dans leurs options, plutôt que maîtrise, on insistera sur le fait que l'on a une familiarité avec tel ou tel type de logiciel. Ici, dans les expériences professionnelles, dans cette rubrique, nous constatons que les dates sont mises de manière différenciée selon la ligne. Et plus encore, on constate que cette fois-ci, le candidat part de l'expérience la plus récente aux expériences les plus anciennes, ce qui est en contradiction avec la rubrique formation qui elle se présentait comme un CV donc chronologique et les expériences professionnelles se présentent comme s'il s'agissait là d'un CV anti-chronologique. Donc il faudra harmoniser la mise en place des dates et respecter
un ordre ou l'autre. La rubrique des expériences professionnelles doivent mettre en valeur vos compétences et ces compétences doivent entrer dans le cadre de l'emploi pour lequel vous postulez. Donc il s'agit un petit peu de développer ce que vous en avez appris. Ici, on peut dire qu'elles ne sont justement pas assez développées. On ne saisit pas exactement quel type de compétences ici le candidat a acquis. Il serait bon de les préciser, de manière aussi à mettre en valeur ce pourquoi ici le CV a été écrit. La rubrique divers commence mal puisque effectivement le titre étant imprécis, nous ne savons pas pourquoi donc, je dirais même, cette rubrique existe, puisque un CV se doit de s'organiser ou de mettre en valeur un parcours qui va dans le sens du poste pour lequel on postule. Donc ici, divers n'est pas bienvenu. Alors, il est clair que dans ce divers, le candidat nous présente des aspects de sa personnalité, peut-être qui font sa singularité. Et il est vrai qu'il est pertinent de le faire puisqu'il vous faudra bien vous distinguer parmi les autres candidats. En revanche, ce qu'on choisit de dire doit entrer dans le cadre de l'emploi, toujours, pour lequel on postule. Ici, je suis passionné de jeux vidéo. Bon, là, considérant qu'il veut devenir analyste programmeur, travailler dans l'informatique, la chose est pertinente. Peut-être que la formulation est là aussi un petit peu infantile et mériterait un certain nombre de développements qui justifieraient que l'on choisisse ce candidat. En revanche, des éléments comme j'aime la marche, la lecture, le cinéma et la musique sont-ils des loisirs réellement pertinents par rapport au poste visé? Cela se discute et plus encore, on ne sait pas ce que apporte le fait de savoir que le personnage aime la marche. Si ce n'est pour nous évoquer que c'est une personne qui aime la réflexion, par exemple, ou la contemplation, pourquoi pas, mais ici, cette information telle qu'elle n'apporte rien. Enfin, le permis B aurait mérité d'être mis plus en valeur plutôt qu'à la fin et probablement dès le départ. Ainsi, nous avons vu un certain nombre d'erreurs à ne pas accomplir lorsque nous écrivons un CV. Je vous laisse regarder ce que pourrait donner ce même CV revu et corrigé. Vous allez voir que le visuel en est plus engageant. Outre la qualité visuelle, esthétique, manifeste, ici, vous voyez que la langue est déjà moins infantile dans la présentation de l'objectif, mis derrière un rectangle de couleur, et mettant donc directement en valeur ce pourquoi ce CV a été envoyé. N'oublions pas la technique de screening. Le recruteur va regarder en à peu près une trentaine de secondes votre CV. Ici, l'on voit tout à fait, notre regard est immédiatement porté vers les informations essentielles et plus encore, les différences de typographie permettent d'emblée de savoir de qui il s'agit, de quoi il s'agit. Et ici, le recruteur sélectionnera probablement ce CV. Deuxième partie de la capsule. Cette fois-ci, nous allons pouvoir apprécier un certain nombre de CV. Ces CV n'ont pas le caractère caricatural du premier que nous vous avions montré. Alors vous allez
vous imaginez être recruteur. Vous avez 3 minutes, vous regardez les CV et vous devez d'emblée, dans ces 3 minutes, être capable de repérer le poste que vise le candidat, si son employabilité est pertinente, autrement dit, si le parcours présenté, les expériences, les compétences, les diplômes correspondent bien au poste pour lequel le candidat postule. Et puis, vous pouvez faire un certain nombre de remarques d'ordre un petit peu pratique. CV1. Assistante chef de produit. Je vous laisse regarder ce CV et repérer les points positifs et sans doute les points à améliorer. Bien. Alors, tout d'abord, effectivement, le projet de la candidate est clair et bien structuré. On comprend aisément, ici, au premier coup d'œil, qu'elle sera prochainement diplômée de son école de commerce. Et donc, qu'elle cherche un emploi en tant qu'assistante chef de produit. Le poste est précisé dans le titre du CV, tout comme sa disponibilité. La chose est capitale. Il faut pouvoir d'emblée, dès la première lecture, repérer pourquoi, quel type d'emploi le candidat cherche. Bon, la forme du CV est plutôt agréable, les parties sont plutôt différenciées et cohérentes. Et plus encore, le fait d'avoir inséré des logos de ces écoles et de ces formations, même les drapeaux pour les langues, mettent l'ensemble du CV en valeur, ce qui est cohérent et appréciable pour une future assistante chef de produit. Le fait aussi d'avoir isolé les connaissances en langue est un parti pris intéressant. Le fait d'avoir précisé le TOEIC et le TOEFL valide le niveau d'anglais et c'est donc très positif. Les autres expériences, mises dans une rubrique à part, ne sont pas impertinents puisqu'ils tendent à montrer une certaine singularité. La candidate a eu des expériences opérationnelles et de terrain et qu'elle est courageuse et qu'elle a su travailler pendant qu'elle suivait ses études. Peut-être ici pour les financer. Donc nous avons véritablement une personnalité qui se dégage. Alors, peut-être que nous pourrions discuter la rubrique sur les centres d'intérêt personnel qui ne met pas en exergue des activités différenciantes, hein, entre guillemets. Le cyclisme d'intérieur, le goût pour le dessin, la musique n'apportent pas d'informations qualifiées ou qui pourraient valoriser le projet professionnel. Il faudrait peut-être avoir une expérience associative en cohérence avec son projet. Et puis, petit détail, dans le titre, l'indication de la localisation souhaitée, hein, la région PACA, ne semble pas forcément très réaliste, ni cohérent avec le désir de trouver un poste d'assistant de chef produit. Mais on peut imaginer, puisque effectivement, ces postes se situent principalement en Île-de-France. CV numéro 2, ingénieur, formulation, chimie, génie des procédés. Je vous laisse apprécier donc le CV de Laetitia Roberto. Alors, quels sont les points positifs au premier coup d'œil? La forme du CV est correcte, plutôt sobre, mais quelque peu austère. Ici,
De manière générale, la taille de police utilisée pour l'essentiel des informations du CV gagnerait à être un peu plus grande, parce qu'elles exigent du lecteur un effort pour entrer dans le contenu du CV. Le projet présenté dans le titre du CV, de trouver un poste d'ingénieur, formulation, chimie, génie des procédés, est clair. La description aussi des stages avec les rubriques sujet, domaine, activité est originale, pertinente et plutôt bien structurée. En revanche, parmi les points améliorés, on sera étonné de voir que il y a une distinction entre la partie formation et la partie diplôme, d'autant que ces diplômes ont une valeur bien moindre que les formations présentées au-dessus. Autrement dit, il y a un problème de hiérarchisation de l'information. La première est la plus importante, mais sera vite oubliée puisque nous passerons aux autres informations. Peut-être la personne aurait pu regrouper tout cela dans une partie formation et diplôme. Et de la même façon, peut-être aurait-il été préférable de regrouper dans la même rubrique les stages et expériences professionnelles. Puisque la personne n'a finalement qu'une seule expérience professionnelle. Et enfin, concernant les centres d'intérêt, il y a une petite incohérence de forme puisque la candidate présente ses voyages dans sa rubrique sport. Là encore, l'information pertinente repose davantage sur son expérience de gymnaste, de compétition, que sur un voyage en Égypte ou le fait qu'elle joue au tennis. Peut-être, pour valoriser encore sa candidature et l'humaniser davantage, Laetitia aurait pu placer dans le titre quelques-unes de ses qualités principales ou ses principaux traits de caractère. CV numéro 3, stagiaire. Bon, de prime abord, ce CV n'est pas très facile à considérer. Car s'il n'est pas accompagné d'une lettre précise, le recruteur ne peut pas deviner quel est l'objectif du candidat. Un CV peut être parfaitement bien fait, mais il suffit qu'il manque cet aspect pour que celui-ci soit mis directement à la corbeille. En effet, on ne sait pas quel type de stage il souhaite, vers quel métier il désire s'orienter, etc., etc. Un titre permet de synthétiser le projet, les compétences clés, les qualités majeures du candidat et pourrait même aussi préciser les dates du stage recherché. Donc, les points à améliorer, déjà, la présentation gagnerait à être vue avec des choix de typographie ou de taille de texte différents pour hiérarchiser l'information. Utiliser différentes typographies permet en outre de distinguer les intitulés des formations, les lieux, les noms des entreprises, les missions. Cela facilite la lecture et permet de se focaliser sur les informations essentielles sans avoir à les chercher. Plus encore, la maîtrise de la conversation de base en chinois est un atout considérable sur le marché du travail, en particulier pour l'import-export. C'est une compétence qui est relativement atypique qui mériterait d'être mise en exergue. Bon, évidemment, à condition d'être en cohérence avec le projet du candidat. Mais on n'en sait rien, puisque il n'y a pas
il n'y a pas l'objectif au départ du candidat. Sur le fond, les centres d'intérêt n'ont pas tous vocation à être présentés sur un CV, hein. Par exemple, le bénévolat auprès d'enfants dans une maison de quartier informe plus sur les qualités pédagogiques, l'ouverture et le sens de l'engagement du candidat que la mention voyage et découverte culturelle ou la pratique de la gymnastique et du jogging. En fait, dans ces rubriques, le candidat est invité à indiquer les éléments sur lesquels il pourrait discuter avec passion, partager des réflexions ou des apprentissages. Tout ce qui est banal, finalement, est à éviter. CV numéro 4, juriste stagiaire. Bon, ici, c'est un CV dont nous aurons du mal à trouver des défauts. Il est extrêmement bien structuré, il est clair et précis. Ce CV est un modèle à suivre. Le titre permet de visualiser immédiatement à la fois le profil du candidat et ses attentes. Les différentes parties sont plutôt bien organisées et puis la mise en forme permet une lecture facile. Les expériences sont succinctement mais clairement détaillées, sans entrer inutilement dans le détail. De plus, son rôle actuel d'enseignant à l'université valorise son profil et va rassurer forcément sur son niveau de compétence. Tout comme le fait que le candidat ici est investi dans des publications. Le parcours universitaire est correctement présenté avec une progression lisible et la présence des différentes mentions obtenues au fil des étapes. Les compétences informatiques sont précisées avec soin, le niveau des langues est explicité et illustré, ce qui permet de bien l'évaluer. De plus, les centres d'intérêt ici présentés donnent quelques indications sur la personnalité du candidat, a priori pugnace et travailleur, à en juger par ses 8 années de violon, doté d'un bon sens du challenge et de la compétition, vu son classement au tennis, et plutôt ouvert sur le monde et les autres, puisqu'il s'investit de manière bénévole dans des groupes associatifs. CV numéro 5, stagiaire étudiante en double licence droit, économie et gestion. Alors, les aspects positifs ici correspondent à la présentation en 2 colonnes. Parce que l'une pour les aspects plus administratifs et liés à la personnalité, l'autre pour la formation, les expériences et les compétences. Ce choix-là peut être intéressant et visuel.
D'ailleurs, le choix des typographies et des rubriques est judicieux et effectivement, ça confirme l'aspect visuel de ce CV. Alors, la personne a décidé de mettre une photo correcte et professionnelle, cela agrémente le CV et peut-être que le recruteur sera plus capable de mémoriser ce CV. Évidemment, selon les secteurs, il n'est pas obligatoire, d'ailleurs il n'est jamais obligatoire de mettre sa photo. Enfin, le titre permet à peu près de situer rapidement ce que fait l'étudiant. Mais l'étudiant, justement, n'indique pas clairement son projet. À la lecture de son CV, on ne sait pas quel type de stage ou premier emploi elle recherche. D'ailleurs, peut-être un premier emploi. Pour quelle période et dans quel type de secteur. Elle pourrait donc avantageusement préciser ce point dans le titre ou dans l'entête de son CV. Et voilà l'exemple type d'un CV totalement correct qui ne pourra pas être pris en considération pour un détail pourtant important. Lorsqu'on regarde ces objectifs, pourquoi pas une rubrique objectif, mais ceux-là sont pas assez spécifiques. En effet, s'épanouir dans ses études et être une personne passionnée, là pour le coup pourrait être dit par tout le monde et ça ne donne aucune indication sur la qualité du profil de cette jeune personne. Alors, les expériences professionnelles sont plutôt bien présentées, mais les résultats concrets issus de ces expériences mériteraient d'être indiqués. Par exemple, le chiffre d'affaires de la première expérience, il est connu, ou le nombre de fiches candidats mis à jour dans la deuxième et dans la troisième, le nombre de baux contrôlés ou saisis. Pour ce qui concerne les langues, la pratique du mandarin étant rare, il serait judicieux de le mettre en premier car il est plus différenciant que l'anglais. D'autant que cette langue est ici présentée comme de niveau intermédiaire. Enfin, point de détail, mais dans ces contextes de potentielle concurrence importante, avec d'autres profils, tout compte. Donc, ça pourrait paraître banal, mais il conviendrait de mettre des espaces dans le numéro de téléphone afin au moins d'en faciliter la lecture par le recruteur et de limiter le risque d'erreur dans sa composition. Activité 1. Il s'agit ici de regarder différentes sections d'un CV. Se demander si elles sont faciles à lire, si elles contiennent assez de spécifications ou de détails concrets, ou peut-être si on peut juger qu'elles en contiennent trop. Après, on peut aussi se demander s'il faut omettre des éléments ou au contraire en ajouter. En fait, l'enjeu ici de cette activité est bien de se rendre compte qu'il ne suffit pas de préciser que l'on a obtenu tel ou tel master, encore faut-il que le CV mette en valeur certaines spécialités, certaines compétences obtenues grâce à ces formations diplômantes et qui vont dans le sens du poste pour lequel le CV est orienté. Regardez ici cette première section d'un CV. Alors, la première chose effectivement qui frappe, c'est le manque d'infos à propos des diplômes. Si la mise en page est certes discutable, il faut toujours penser à adopter la structure quand, quoi et où. Regardons ce qu'il aurait été donc pertinent de faire. Ici, le master en ressources humaines peut être mis en valeur, c'est le quoi. Et on peut préciser en effet où cela s'est passé, dans quelle école ou université le master a été obtenu et les cours pertinents mis en valeur par rapport à probablement au poste souhaité. Ici, on
voit que la personne a fait du droit, de la sécurité sociale, droit du travail, qu'en gestion, elle s'est spécialisée dans la gestion des ressources humaines, la gestion financière, psychologie et la sociologie ouvrière. Quoi d'autre? Justement, la formation universitaire ici est mise en valeur. Université catholique de Louvain. Hein? On nous précise de quoi il s'agissait, c'était la direction sciences de l'éducation didactique de l'entreprise. Et là, on rappelle quelles sont les compétences ou les spécialités qui sont les nôtres grâce à cette formation universitaire, par exemple la didactique de l'entreprise, la gestion de formation, entraînement et éducation, etc. Deuxième exemple. Ici, cette section concerne l'expérience du candidat. Et vous remarquez que le candidat insiste sur des expériences en tant que collaborateur. Collaborateur marketing et communication ou collaborateur festival, etc. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quelles compétences le candidat a développées. Si bien que préciser qu'on a été collaborateur sans les préciser, eh bien donne l'impression que probablement que cela n'a pas été grand-chose. Alors que, regardez, à l'inverse, préciser les compétences ou les formations obtenues, rendre plus clair le propos et permet à l'éventuel recruteur de savoir à qui il a affaire. Préciser, par exemple, que l'on a fait dans une première expérience de collaborateur en marketing et communication, qu'on a travaillé sur la rédaction de publi-postages, de dépliants et de courts articles commerciaux, qu'on a suivi les actions mailing de la rédaction à l'envoi, qu'on s'est concerté avec des gestionnaires, coordinateurs et départements DTP, révèle une expérience particulièrement concrète et plus enthousiasmante qu'un vague collaborateur dont on ne sait trop de quoi il s'agit. Par exemple, pour la seconde expérience à titre de collaborateur, effectivement, préciser qu'on a su élaborer et organiser des activités publiques pour des cibles spécifiques, qu'on a organisé des conférences et le maintien des contacts avec la presse, etc., est évidemment une manière de mettre en valeur son profil. Et c'est là que le candidat va pouvoir se différencier. Et c'est là où sa singularité va pouvoir être mise en valeur. Bien entendu, ce sont des éléments qui ouvriront, lors de l'entretien d'embauche, à la discussion. Troisième exemple. Ici, nous nous intéressons à la section des objectifs professionnels. Alors, vous noterez qu'il y a deux objectifs. Alors, probablement qu'il aurait fallu mettre objectifs professionnels au pluriel, ce qui montre que la personne a le souci du détail. Et nous pouvons lire que les objectifs, justement, ce sont le développement continu de ses capacités, vivre sa propre vie et non pas celle d'un autre. Alors, ici, comme objectif professionnel, on peut probablement faire plus précis et tenir un propos, si je puis me permettre, moins infantile. Regardez. Un poste dans le département de communication dans une large entreprise professionnelle où je peux évoluer vers une fonction qui s'accorde avec mes qualités de management. Tel est l'objectif professionnel. Et ici, ce qu'on constate principalement, c'est que la personne utilise le champ lexical propre au poste qu'elle vise, donnant ici l'impression qu'elle maîtrise son sujet, qu'elle a bien incarné le monde professionnel dans lequel elle veut s'insérer. Les mots qui vont frapper sont communication, entreprise, management, fonction. Donc là, les termes sont bien utilisés.
Activité 2. Vous allez lire les annonces suivantes qui appellent au recrutement de salariés et vous allez dire quel est le profil le plus en adéquation avec le poste proposé. Ici, l'enjeu de cette activité est de vous rappeler que l'on postule un poste selon des qualités propres. Ne vous trompez pas d'entreprise ou ne proposez pas des qualités ou une formation qui ne correspondront pas aux attentes du recruteur. Je vous laisse regarder ces extraits d'annonces et vous allez devoir donc deviner le profil qui serait le plus en adéquation avec le poste proposé. Première annonce. Au sein de l'unité communication tactique de Thales, X France, en charge du développement des produits et réseaux radio dédiés aux forces armées, vous intégrez le laboratoire périphérique et exploitation radio en qualité d'ingénieur système. Vous travaillerez sur une suite de produits comprenant un produit de préparation de mission permettant de configurer des déploiements de systèmes de communication. Alors ici, quel sera le profil le plus intéressant? L'ingénieur généraliste de formation à dominante télécom? Le conseiller en système et logiciels informatiques? Ou le Bac+2 qui possède une expérience réussie de moins de 2 ans dans le secteur de l'automobile? Bien entendu ici, l'annonce recherche un ingénieur. Donc d'ores et déjà, on s'intéressera à l'ingénieur généraliste de formation à dominante télécom. Il s'agit d'un ingénieur généraliste, certes, mais dont la spécialité, comme il l'est précisé, est à dominante télécom. Et comme le salarié sera en charge du développement des produits et des réseaux radio dédiés aux forces armées, eh bien, il semble bien que l'ingénieur généraliste de formation à dominante télécom sera le profil le plus séduisant pour le recruteur et le plus pertinent. Deuxième exemple, vous intervenez sur un projet de long terme, directement au sein des équipes achats de notre client, industriel reconnu du secteur automobile et équipementier de rang 1. En tant qu'acheteur projet, Supplier Project Manager, vous assurez le lien entre les équipes projet technique, la qualité et les fournisseurs en vous appuyant sur les acheteurs familles, Commodity Buyers. Vous êtes le garant de la performance de vos fournisseurs. Alors, quel est le profil le plus adapté? Évidemment, l'annonce ici nous laisse entendre que la personne doit posséder des diplômes solides ou suffisants. Une formation de Bac+2, 3 avec une dominante mécanique n'est peut-être pas ici la formation la plus pertinente, qui implique moins un travail de communication ou de gestion de personnel. Une formation même réussie dans le secteur de l'automobile, ici, ne suffira pas puisque l'on attend que la personne ait des capacités managériales. Le profil donc le plus pertinent sera ici celui à Bac+5 titulaire d'un diplôme d'ingénieur ou diplômé d'école spécialisée achat. Troisième exemple, l'inspecteur technique, itinérant et formateur assure le suivi de la sous-traitance du service après-vente électroménager pour nos marques à travers un réseau de centres techniques agréés, SAV d'enseigne et SAV de revendeurs et est l'ambassadeur de BSH sur le terrain. Quel est le profil le plus pertinent? Ici, être diplômé d'une école de commerce et bénéficier d'une expérience réussie dans le domaine du marketing ne semble pas ici pertinent puisqu'il ne s'agit pas tant de faire du marketing que de surveiller le bon fonctionnement du service après-vente.
Et pour cela, ici, un bac pro type électrotechnique serait le plus pertinent, car en effet, le candidat a une connaissance directe des produits électroménagers. Bien, donc vous avez pu dans cette séance apprécier les attendus dans un premier temps du curriculum vitae. Vous avez pu observer dans la capsule finalement les erreurs que pouvait avoir accomplies le candidat Stéphane Merlot dans son premier CV. On vous a montré comment on pouvait très nettement l'améliorer et comment il s'octroyait, j'allais dire, un CV un peu artiste, c'est-à-dire négligeant le fait qu'une méthodologie doit être respectée et doit montrer que effectivement le candidat connaît les attendus. Qu'un candidat ne les connaisse pas, c'est toujours terrible. Et quand on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, eh bien finalement on montre ses défauts à ciel ouvert puisqu'on ignore qu'il s'agit là de défauts. Voilà pourquoi j'insiste tout le temps sur la nécessité de respecter la méthodologie. Vous avez fait quelques activités, vous avez pu apprécier des exemples d'annonces, vous avez pu vous-même juger de différentes sections de CV. Et globalement, l'enjeu de cette vidéo était pour moi de vous montrer, d'exercer chez vous, non seulement de voir comment ça s'organise, mais d'exercer aussi un esprit critique, de voir ce qui est pertinent, ce qu'il est pertinent de mettre dans un CV, ce qu'il est moins parfois. Mais le principal, c'est que maintenant, vous êtes avertis et que vous pouvez vous lancer dans l'écriture de votre curriculum vitae. La prochaine fois, nous nous retrouverons pour parler des lettres de motivation et vous verrez que nous procéderons un petit peu de la même manière en observant ce qu'il y a de pertinent et parfois de moins pertinent dans les CV. Je vous dis à bientôt les GMP et portez-vous bien.